Et nous poursuivons avec encore Léna qui a de nouveaux invités, des personnes qui l'ont beaucoup marqué. Grâce à elle, elle est notre fil continu, notre fil directeur. Léna va me rejoindre. Elle est là, mais il faut que quelqu'un la laisse passer parce qu'il y a du monde dans les coulisses. Voilà Léna. Léna. Agnès, le micro Il va fonctionner. Il va fonctionner. Il va voilà. fonctionner. Tout va fonctionner. Voilà. Nous allons voir une vidéo, Léna. Oui. Qui va introduit une quête qui s'appelle la quête du 5e rêve. Et Patrice Van Hersel, l'auteur de ce livre, va nous rejoindre dans quelques minutes pour nous en parler davantage. Voilà, le 5e rêve. Et tout à l'heure, Patrick Van Hersel et Patrice Levallois nous rejoindront. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo de Léna sur le 5e rêve où elle nous explique comment les dauphins ont rêvé l'humanité? En fait, tout a commencé avec une légende amérindienne qui s'appelle le 5e rêve et qui raconte que nous sommes le rêve du dauphin. Et selon la légende, le 5e rêve, c'est l'être humain, c'est nous. Nous sommes un rêve inachevé qui n'a pas encore su trouver sa juste place dans le monde. En fait, nous sommes un rêve à la recherche de son accomplissement. Et à l'heure actuelle, notre survie, ainsi que celle de beaucoup d'autres espèces sur notre planète en dépend. Et la légende raconte aussi que les dauphins, si toutefois nous étions prêts à les entendre, auraient une ou deux choses à nous enseigner pour nous guider sur notre chemin. Et ce seraient peut-être des leçons de savoir-être d'une espèce consciente à une autre. En fait, j'ai découvert ces légendes quand j'avais 17 ans et elle a inspiré quelque chose de si fort en moi à l'époque que je n'ai pas pu m'empêcher de la prendre littéralement. Et au fond, je crois qu'elle a énormément orienté mon approche des cétacés. En fait, j'ai vraiment envie de partir à la recherche du 5e rêve, à la rencontre des différentes tribus de baleines et de dauphins qui peuplent la planète, mais surtout pour donner la parole aux femmes et aux hommes dont la vie a été également touchée par les cétacés. Donc mon souhait serait qu'à leur tour d'autres personnes puissent s'exprimer sur la manière dont les cétacés les ont influencés, qu'ils soient chercheurs en communication interespèces, spécialistes de l'intelligence des cétacés ou des artistes ou des philosophes. Et pour tous ceux qui allent nous suivre dans cette aventure, je vous invite à rajouter votre vision à cette mosaïque interespèce pour que nous puissions révéler ensemble la réalité que nous souhaitons pour notre planète. Le 5e rêve. Le 5e rêve. Voilà. Merci. Vous applaudissez, mais vous allez être amené à écrire votre rêve. Pour cela, nous appelons Patrice Van Hersel, donc voilà Patrice Van Hersel sur scène. On s'assoit? Assieds-toi, Patrick. Please, have a seat. Have a seat. Allez-y, bon. Donc en fait, le 5e rêve, c'est tout d'abord un livre écrit par ce grand monsieur ici présent, Patrice Van Hersel. C'est un peu une enquête journalistique et philosophique sur la symbolique du dauphin, la relation millénaire qu'on a avec ce peuple premier
et peut-être la manière dont il pourrait nous guider sur notre chemin d'accomplissement. Et au cœur de ce livre, il y a une magnifique légende, une légende amérindienne que Patrice Van Hersel donc, va vous raconter dans quelques minutes. Voilà, je te laisse la parole, Patrice. Bonjour tout le monde. Tout à l'heure, Hugo Verlhomme a dit une chose qui m'a frappé et qui est très vraie. C'est que nos ancêtres, il n'y a pas très longtemps, ne savaient pas nager souvent et n'allaient certainement pas sous l'eau. Et pour eux, les baleines qui nous émerveillent étaient considérées comme des monstres. Et alors, il y a une chose assez étrange, c'est que dans le même temps où nous découvrons cet univers, depuis 2, 3, 4 générations maximum, dans le même temps, nous apercevons que nous avons pillé cet univers et nous entendons Paul Watson nous dire « Attention, on est en train de piller à ce point » et il m'a presque convaincu d'arrêter de manger du poisson. Pourtant, je suis très, très ichtyophage, mais c'est donc une question. Est-ce qu'au moment où nous découvrons quelque chose, nous le détruisons automatiquement? Alors moi, j'étais un peu comme tout le monde, comme vous tous. Je m'intéressais évidemment aux dauphins de loin. Et comme je travaillais dans un journal génial qui s'appelait Actuel, j'ai eu la possibilité de faire des voyages dans le monde entier. Et j'ai fait des voyages, alors d'abord, tout simple, tout simple parce que ça partait de France, c'était avec Jacques Mayol. C'est pas banal. Hein, c'était une quinzaine d'années avant le Grand Bleu, quand Jacques râlait d'ailleurs de ne pas du tout être connu en France alors qu'il était connu en Italie. Mais il avait déjà plongé à 100 mètres. Il était en train de dépasser ce qui paraissait incroyable. Et Jacques, lui, ce qu'il m'avait dit, c'était que c'était les dauphins qui lui avaient appris le yoga. Parce que quand tu es un mammifère marin, tu le sais bien, tu ne peux pas être énervé sous l'eau. Non, et il respire aussi de manière consciente. Il respire d'une manière consciente. Mais tu ne peux pas, si tu veux rester sous l'eau longtemps, tu es obligé de te calmer. Oui. Tu es obligé de te calmer. Tu ne peux pas, sinon tu remontes vite fait à la surface. Et donc, après Jacques, j'ai rencontré des tas de gens. J'ai rencontré Jim Nolman qui jouait de la musique avec les dindons, avec les loups, avec les crapauds et finalement avec les orques. Et là, chaque été, il organisait une sorte de session de jazz au large des côtes du Canada. Et puis j'ai rencontré John Lilly qui essayait de traduire les langages de dauphins en anglais. Une opération complètement dingue dans les îles Vierges. Et puis j'ai rencontré à Moscou et puis ensuite sur les bords de la mer Noire Igor Tchorkovski qui c'était des chamans partiellement géniaux, partiellement délirants, mais qui traçait la voie que tu as suivie ensuite, c'est-à-dire de... Inspiré par ton livre, de nouveau, l'enfantement dans l'eau. Hein, de dire que les communications par écholocation, par ultrasons, entre les cétacés et le bébé dans le ventre, ça pouvait avoir toutes sortes d'effets extraordinaires. Et donc ça, c'était ces voyages en Russie, en mer. Imaginez un camp de nudistes, mais entièrement organisé autour de femmes enceintes qui font de la méditation, escaladent des falaises de granit et ensuite vont plonger dans la mer. Alors je dois dire qu'il n'y avait pas beaucoup de dauphins, mais avec les Russes, les Russes sont des sortes d'Africains blancs. Ils sont assez chamaniques et ils faisaient venir l'esprit du dauphin au-dessus de ces femmes. Quelquefois, on voyait des dauphins au loin. Et puis des tas d'autres gens comme Abigail Helling, oui, que tu aimes beaucoup, oui, qui était dans l'expérience Biosphère 2. Biosphère 2. Enfin ça, tu pourras en parler mieux que moi. J'ai rencontré Abigail il y a quelques années, quand elle était surtout biologiste, elle est biologiste marine aujourd'hui. Et c'est une femme dont je vais parler tout à l'heure, mais qui a une relation très particulière avec les dauphins, mais aussi les cachalots, qui sont ils sont le plus gros cerveau de la biosphère. Et elle me racontait des choses sur eux, me disant que ces baleines, ces cachalots,
aurait peut-être la mémoire la plus continue de l'histoire de notre planète, car ils ont cet immense cerveau dont tu parles, hein, et peut-être... Parce que c'est un grand mystère. La nature ne produit rien pour rien. S'ils ont ces cerveaux-là, qui ne sont pas bâtis comme les nôtres parce qu'ils ont eu beaucoup plus de temps, le cerveau des dauphins et des baleines ont mis entre 20 et 50 millions d'années à se constituer, alors que le nôtre, par exemple, notre néocortex, il est allé beaucoup plus vite, il a donc encore beaucoup de bugs. Et le cerveau des cétacés, à quoi leur sert-il? Puisqu'ils n'ont pas de main, comme l'a dit tout à l'heure Hugo aussi, je crois. Hugo Verlome. Ils n'ont pas de main. Nous avons des gros cerveaux parce que nous avons des mains et que nous parlons. Il y a cette boucle dont parle Edgar Morin, qui est la boucle, n'est-ce pas, main, bouche, cerveau. Nous construisons des objets qui nous posent des problèmes, nous sommes obligés de les résoudre, et voilà. Mais eux n'ont pas de main, donc ils ne fabriquent rien. Donc à quoi ça leur sert? Et alors, il y a des théories extraordinaires, ou des hypothèses sur le fait que ça leur sert à se souvenir et à s'échanger des souvenirs. Oui. Du genre, rappelle-toi quand nous nous sommes connus il y a... C'était quand? Je sais Alors, plus, comme ils sont... Non, mais imagine que tu sois une baleine. Donc, c'était il y a plusieurs décennies. Oui. Et je t'enverrai par mon sonar, je t'enverrai le souvenir en 3D avec toutes les sensualités que nous avons connues à l'époque, rappelle-toi. Et alors, et avec la musique. Avec la musique. Etc., etc. Et puis, j'ai rencontré des gens qui organisaient des voyages, comme il y a une personne ici qui va tout à l'heure proposer un concours avec un prix, mais Frédéric Chottard, par exemple, est quelqu'un avec qui nous organisons chaque année des voyages, des rencontres, etc. Mais lorsque j'ai eu besoin, parce que c'était un besoin, de rassembler toutes ces données qui étaient à la fois scientifiques, qui étaient artistiques, qui étaient chamaniques, qui partaient dans tous les sens, que j'ai eu envie de rassembler tout ça dans un livre, je ne trouvais pas le fil conducteur. Bien sûr, il y avait les dauphins et l'attirance qu'on a vers eux, mais brusquement, je suis tombé sur cette légende. La légende du 5e rêve qui nous avait été racontée dans un Golden Dolphin Council en 1984 en Californie. Un grand conseil du dauphin où étaient tous les gens dont je viens de vous parler là. Enfin, il n'y avait pas les Russes parce qu'à l'époque c'était encore le rideau de fer, mais tous les autres étaient là. Et il y a cet Indien qui est venu raconter la légende que je vais essayer de dire très vite. Non, on la dit pas très vite. Hein, mais lui, il avait mis 1 heure pour la raconter. Et puis il avait un assistant qui avait un tambour. Et puis de temps en temps, il buvait un peu de Coca-Cola parce que c'était un vrai Indien d'aujourd'hui. Un moitié Cherokee, moitié écossais. Et alors, il a raconté la chose suivante, en prétendant que c'était une légende très importante pour le peuple des Cherokees, mais je ne suis pas sûr que ce soit pour les Cherokees, mais en tous les cas, elle nous a marqués. Et la légende dit ceci. Au début, il n'y avait rien. Et rien a régné longtemps. Mais à la fin, rien s'est ennuyé. Et donc, rien s'est mis à rêver. Et ça a été le premier rêve. Il a rêvé, rien qui est très obscur, comme vous en doutez, a rêvé la lumière. Et ça a été une longue route jusqu'aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel ont régné sur l'univers. Mais à leur tour, elles n'ont pas pu s'empêcher de rêver. Et elles qui sont absolument sans masse, sans poids, la lumière ne pèse rien, elles ont rêvé le caillou. Et c'est le deuxième rêve. Ce deuxième rêve est une longue route qui mène jusqu'au cristal. Et le cristal a régné sur le monde. Le cristal, je ne sais pas si vous connaissez les cristaux, moi moyennement. En tous les cas, le cristal, quand il atteint la pleine amplitude de son intensité, il est obligé de rêver.
Et lui, qui est extrêmement dur, il a rêvé l'herbe tendre. Il a rêvé le brin d'herbe. C'est le troisième rêve, qui est une longue route jusqu'à l'arbre. L'arbre est l'accomplissement du troisième rêve. Et alors ça je le savais. Je savais que les arbres rêvent et qu'il ne faut pas se laisser prendre dans une forêt qui fait un cauchemar. Mais l'arbre qui régnait sur le monde et qui est enraciné, n'est-ce pas, entre terre et ciel, l'arbre s'est mis à rêver le ver de terre qui peut bouger, qui s'en va. Et le ver de terre, c'est le quatrième rêve, et c'est une très 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 longue route qui va jusqu'au dauphin. Le dauphin est l'accomplissement du quatrième rêve. Et l'histoire pourrait s'arrêter là, parce que les dauphins, ils sont intelligents, ils sont drôles. Il faut que je continue là. Ils sont intelligents, ah oui, bah très bien. Et ils sont drôles, et ils font l'amour tout le temps. Alors, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de mieux? Mais apparemment, le jeu cosmique nous échappe, parce que non, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Et eux qui sont fondus, n'est-ce pas, dans cette planète bleue, ils sont fondus dedans. Ils ont éprouvé le besoin de rêver quelque chose qui s'en soit arraché. Et donc, ils ont fait le cinquième rêve. C'est nous, les humains. Et nous sommes la longue route. Et là, alors, je peux vous dire que ça se passait dans une espèce de grand tipi où il y avait, comme ça, 80 personnes. Et tout le monde était suspendu aux lèvres de ce chaman. Et alors, nous sommes la longue route vers quoi? Et il a dit, mais ça, la légende ne le dit pas. Mais la légende nous donne 2 conseils. Elle nous dit, écoutez vos rêves. Tous les rêves que vous faites, vous savez bien, il y a cette parole talmudique, je crois, qui dit « Tout rêve non interprété, non recueilli est comme une lettre que vous recevriez du ciel et que vous jetez à la poubelle sans l'avoir lue. » Donc, consultez vos rêves et allez voir, puisque vous vous interrogez sur l'accomplissement que vous portez, vous, les humains, qui êtes si étranges, n'est-ce pas, les humains, très, très, très bizarres, allez voir, interroger les accomplissements précédents. Allez voir les dauphins et les baleines, cette famille. Allez les voir, posez-leur des questions. Allez voir les arbres. Allez voir les arbres. Allez voir les cristaux. Allez voir les couleurs de l'arc-en-ciel. Et au bout du bout, allez voir rien aussi, quand même, puisque ça démarre comme ça. Et rappelez-vous, dans chaque gouttelette de lumière, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Dans un caillou au bord de la route, il y a un cristal qui dort. Dans un brin d'herbe, là, entre les pavés, dans Paris, il y a un arbre, un grand arbre, qui est endormi aussi et qui demande à se réveiller. Et dans le moindre ver de terre, il y a une baleine repliée. Et donc, voilà, nous étions renseignés partiellement par cet Indien sur ce dont nous étions porteurs nous-mêmes. Et grâce à cette légende, finalement, et sans que j'ai pu le préméditer en quelque sorte, j'ai pu écrire la légende du cinquième rêve, enfin le livre, où alors du coup Jack Mayol trouvait sa place, John Lilly ou Abigail Helling, parce que dans une des versions du cinquième rêve, il y avait Biosphère 2, Johnny Dolphin, toute la bande. J'ai pu, et puis Tchaïkovski et les bébés de l'eau, tout ça a trouvé sa place d'une manière complètement étrange grâce à une mythologie. Et j'ai pensé à des trucs que dit Malraux, par exemple. Malraux dit des choses très très intéressantes là-dessus, sur le fait que nous avons besoin de grandes mythologies, mais vivantes, pas des mythologies mortes, des mythologies vivantes, parce que les mythologies vivantes, elles permettent de dire, d'utiliser des mots pour dire l'ineffable. Peut-être pas pour le dire, parce que l'ineffable, justement, par définition, on ne peut pas le dire, mais au moins pour danser autour. Pour danser autour. Et voilà, ce livre qui
qui m'est arrivé comme ça, et puis dont j'ai été en quelque sorte le scribe. Ce livre, il nous permet de danser autour d'un truc qu'on ne saurait pas très bien définir. C'est l'émergence de, on ne sait pas comment on peut l'appeler, mais de la nouvelle conscience ou de l'être nouveau, je ne sais pas comment. Cette légende, je veux dire. Oui, oui, cette légende. Oui. Et moi, je me rappelle avoir raconté cette légende donc à Abigail Oling, où un quart de nuit, il devait être près de minuit, et donc elle écoute ces légendes très attentivement, et me dit, écoute, moi je pense en fait que les dauphins et les baleines conspirent à réunir les êtres humains, les acteurs du changement, pour se mobiliser pour l'émergence d'un monde nouveau. Elle n'a rien dit d'autre. Je fais, waouh, ça c'est très très beau. Et si je peux passer la parole à notre ami Patrice Levallois, qui va nous parler de la manière dont on pourrait tous rêver ensemble la planète qu'on souhaite laisser aux générations futures, que ce soit la génération future d'êtres humains ou de baleines, de dauphins, d'arbres, de cristaux, ou, voilà, de tous les règnes dont parle la légende du 5e rêve. Écoutez, on va y aller. Le 5e rêve, ce qu'il raconte, en fait, il me semble, c'est que l'avenir de l'humanité dépendra de tous les rêves, que les humains peuvent faire. Et ça, c'est la légende. Maintenant, au niveau scientifique, nous, on a travaillé sur d'autres choses, le jeu du Tao, la capacité de visualiser l'avenir, de créer des visions partagées. Au MIT, aujourd'hui, ils étudient clairement comment on crée une vision. Et comment on crée une vision, c'est assez simple, une vision partagée, c'est-à-dire une vision qui... Il faut que je me mette au centre aussi. Bonjour. Je suis beaucoup mieux là, c'est sûr. Qu'est-ce qu'une vision partagée? Une vision partagée, c'est l'addition des visions différentes de tous les hommes. Alors, tu sais que ce qui est très drôle, c'est qu'il y a exactement 26 ans, on est au mois de juin, ça fait juste 26 ans, on essayait de monter ça ici même, parce que le propriétaire de cet endroit s'appelait Philippe Hellman. Malheureusement, il n'est plus sur cette planète actuellement, mais il voulait que nous racontions la légende du 5e rêve sur cet écran, et qu'arrivé à la moitié du film, on soit arrivé justement au 5e, sur lequel nous nous interrogeons, et que nous demandions à la salle, on aurait vu d'ailleurs sur l'écran, il était prévu qu'on voit la salle avec tout le monde, et qu'on dise, mais à quoi rêvez-vous? À quoi rêvez-vous? Avec l'idée que l'accomplissement du 5e rêve, c'est-à-dire l'accomplissement de l'humanité, eh bien, c'est la résultante de tous les rêves que nous faisons individuellement et collectivement. C'est ce que je disais. Et moi, je voulais vous proposer un petit exercice parce que j'avais demandé de me demander pourquoi j'étais dans cette aventure-là. Pourquoi, moi, ça m'avait intéressé de travailler sur les 24 heures de méditation. Oui, pourquoi es-tu là, en fait? Oui, c'est vrai, pourquoi? Eh bien, justement, parce que je pense qu'en ce moment, nous sommes en panne de vision. La France est en panne de vision, vous le savez, le monde est en panne de vision, on a une difficulté à se projeter dans un avenir et surtout un avenir rêvé. Alors que si vous prenez des gens d'opinions totalement différentes et que vous les amenez à se voir dans comment ils imagineraient le monde, pas dans un jour, dans 15 jours ou dans un mois, là ça serait vraiment tout de suite, mais dans 10 ans, dans 20 ans, pour leurs enfants, eh bien là on voit que l'image se réunit. Et ce qui est très important à ce moment-là, qu'une fois qu'on a cette vision qui est différente, parce que dans ta vision, il y aura ce qui t'intéresse, dans ma vision, il y aura ce qui m'intéresse, mais de le faire ensemble, on va s'accepter l'un l'autre. On sait qu'on va dans la même direction. Et je pense que c'est la chose importante maintenant, c'est que nous puissions oser dire quel est notre rêve pour l'humanité, le dessiner. Pourquoi la méditation et pourquoi ce côté un peu militant de Paul Watson? Comment on peut arriver des militants et des méditants? Comment ça peut se réunir? Eh bien, justement, je pense que c'est par rapport à cette projection qu'on peut faire vers l'avenir, disons vers un monde meilleur. Et je vous ai préparé une petite blague. C'est une méditation. On a fait beaucoup de méditation avec Cyril Dion, qui n'est pas là aujourd'hui, et Léna. On en a fait 64. On a fait des méditations du Yiking. Et là, c'est une méditation spéciale
qu'on va vous demander de faire, c'est un rêve éveillé. On va s'asseoir, on va méditer avec vous. Je l'ai enregistré il y a 2 jours, donc c'est un peu rapide. Mais c'est une méditation qui va vous demander d'imaginer ce monde, de faire une projection dans l'avenir et après de le rêver, donc, et ce rêve, après, d'essayer de nous l'écrire et de le déposer dans l'urne de Valérie Valton tout à l'heure, qui est celle qui organise un voyage, parce que, comme vous le savez sans doute, il y a un voyage à la rencontre des dauphins sauvages qui va être offert par Valérie tout à l'heure. Alors, je vous présenterai Valérie tout à l'heure. Pour l'instant, si vous le voulez bien, je vous propose de méditer tout ensemble sur une vision de l'avenir, une vision partagée. Mais pour la partager, il faudra qu'après, vous la racontiez et vous échangiez avec vos voisins pour vérifier ce que c'est, et puis que vous nous la donniez et que vous l'inscriviez pour qu'on ait je sais pas quoi, une mosaïque. Enfin bref, le 5e rêve, le 6e, je ne sais pas là. Le meilleur rêve va gagner ce voyage à la rencontre des dauphins. Je ne sais pas si c'est le meilleur rêve, mais ça sera le meilleur pour la personne, en tous les cas. Tu veux dire, il sera tiré au sort? Ce sera tirage au sort, mais ça ne sera malheureusement pas... on n'a pas le temps de lire tous les rêves, et de toute façon, il n'y a pas de meilleur rêve. Votre rêve est le bon. Non, ça c'est sûr. Voilà, donc je vous propose de méditer quelques minutes dans une posture qui demande un peu de se redresser. Vous voyez, la méditation, il faut avoir les pieds un peu ancrés dans le sol et la colonne vertébrale droite. Au début, vous pouvez la faire aux yeux ouverts et c'est quand vous voulez la sono. Et vous pouvez baisser la lumière aussi. Bienvenue. Merci d'être là. Merci d'être venu pour accomplir ensemble quelque chose d'important. Méditer n'est jamais urgent, mais c'est très important. Asseyez-vous sur le bord de votre fauteuil. Les pieds bien plantés sur le sol. Tenez votre colonne vertébrale droite. Déployez-la. Redressez-vous. La tête suspendue par un fil dans le ciel. Les épaules relâchées. Les bras sans tension le long du corps. Les mains posées sur les genoux. Sentez vos épaules qui s'ouvrent comme les ailes d'un oiseau. Je vous propose de fermer les yeux et de prendre une grande respiration. Laissez tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous redescendre comme des particules dans un verre d'eau qui se pose au fond du verre d'eau. Elles redescendent jusque dans vos pieds. Essayez de sentir chaque petite parcelle. Essayez de sentir votre voûte plantaire. De sentir que vous vous ancrez dans le sol très profondément, comme si vous pouviez vous ancrer au centre de la terre. Petit à petit, posez votre conscience dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux. Dans vos cuisses. Portez votre attention sur votre bassin. Prenez le temps de l'habiter complètement.
et de sentir votre puissance sur le sol, votre force. Remontez maintenant. Sentez votre ventre se détendre, vos intestins, votre estomac. Laissez toutes les tensions, toutes les tracasseries se dissoudre et remonter dans votre poitrine. Sentez vos poumons s'ouvrir comme une feuille, comme un arbre. Ressentez le point au milieu de votre sternum s'ouvrir et remonter dans votre gorge, dans votre menton, dans votre visage. Laissez votre visage devenir totalement lisse comme de l'eau, votre front s'ouvrir, tout votre crâne comme s'il s'ouvrait vers le ciel, et sentez l'énergie vous traverser du centre de la terre jusqu'au ciel. Portez attention à votre respiration. Et petit à petit, lorsque vous vous sentirez bien détendu, essayez de visualiser le monde tel que vous voudriez qu'il soit demain. Dans une semaine, dans un mois, dans un an. Dans 10 ans. Dans 20 ans. À quoi voudriez-vous que le monde ressemble? Comment seraient les gens? Comment se déplaceraient-ils? Quelle maison ils habiteraient? Que mangeraient-ils? Comment interagiraient-ils les uns avec les autres? Et comment vous aimeriez participer à cela, à ce monde-là? Quelles activités vous auriez? Comment vous vous sentiriez? Laissez cette vision se préciser. Et quand elle sera suffisamment précise, faites-la grandir. À la fois dans votre front, dans votre poitrine, dans votre cœur. Essayez de faire en sorte que cette vision devienne de plus en plus large, de plus en plus pleine, de plus en plus réelle. Comme si elle envahissait toute la salle et plus largement toute la ville, toute la région. Faites en sorte que votre vision s'articule avec les autres visions de toutes les personnes qui sont dans cette salle. Comme si elle constituait une grande toile qui se mettait à mailler la France, l'Europe, le monde. Eh bien, le souffle. Petit à petit, vous allez revenir dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre bassin. Déglutissez. Retrouvez votre ancrage et ouvrez les yeux. Je vous propose maintenant de partager ce que vous avez vu, ce que vous avez espéré avec votre voisin. Et écoutez ce que lui-même a pu ressentir pendant cette méditation. Merci infiniment. Vous avez le droit de parler entre vous quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire?
est-ce que Valérie Valton peut nous rejoindre? Assis-toi. Attends, on peut se lever. Je vais te présenter. Je laisse un peu parler entre eux, puis voilà. Ça te va? C'est bien la minute. Ah! Ah oui, alors si vous voulez. Hein? Yes. Allô? Ah oui. Vous m'entendez? Non. J'ai un problème de... J'ai un problème de micro. Ah non, ça part. Bon. Bon. Oui, alors, ça, c'est juste une application que vous pouvez télécharger gratuitement où il y a 64 méditations qui sont des méditations du Yiking, un peu comme celle-là, guidées, qui correspondent enfin, le Yiking, pour ceux qui ne le savent pas, c'est représente à peu près les 64 positions, situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver dans la vie et les 4096 chemins qui permettent d'en sortir quand la situation est mauvaise. Et donc, dans ce Yiking, la particularité, c'est que vous pouvez méditer et donc suivre les enseignements. Alors avec la voix de Léna Sato pour la version anglaise et de Cyril Dion pour la version française. Et voilà, c'est un peu ce que vous venez de vivre là. Et c'est très très bien pour résoudre des problèmes. Quand vous ne savez pas quoi faire, quand vous ne savez pas quelle décision prendre, vous faites ça, ça vous dure 6 minutes et vous commencez à avoir un dialogue avec l'univers qui parle à votre inconscient. C'est très très chouette. Alors Valérie Valton nous offre quelque chose. Valérie Valton, c'est une spécialiste je ne sais pas comment dire, de la communication interespèces. Et vas-y, raconte-nous ce que tu nous proposes. Alors, en effet, moi, ce qui me passionne, c'est le lien qu'on peut avoir avec les dauphins, les baleines, les mammifères marins et l'ensemble, je dirais, de la vie sauvage. Et là, au cœur de cette belle méditation, je retrouvais, en tout cas en moi, ce rêve extraordinaire qui serait que la Terre, qui pour moi est le jardin d'Éden, redevienne une terre d'harmonie. Et pour que cela arrive, on a besoin de re-rentrer en lien avec la nature, de re-rentrer en lien avec les animaux. Parce que si on est en lien, on revient vers cette notion d'unité, on est en contact, l'amour peut se propager, je dirais, et il y a ce prendre soin général de toute forme de vie. Et aujourd'hui, comme on est dissocié, beaucoup de la nature et beaucoup des animaux, on ne se sent plus en lien. Et on se sent tellement séparé qu'on n'en prend plus soin. Donc voilà, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup émue avec la vie sauvage, c'est justement cette possibilité qu'on a de rentrer en lien avec eux, de communiquer avec eux. Et chaque fois que j'ai pu le faire, ça a été des révélations très profondes sur moi, sur l'essence même de la vie. Ça a été guérisseur, ça a été transformateur. Et donc, chaque jour, aujourd'hui, j'essaie d'approfondir ce lien et de voir jusqu'où on peut créer du lien, jusqu'où on peut communiquer avec. Et je fais sans cesse des découvertes passionnantes. Et aujourd'hui, du coup, je propose aussi à d'autres qui ont envie d'expérimenter cette vraie possibilité qui existe d'entrer en lien avec les dauphins, avec les baleines, avec les orques, avec les éléphants, de partir à mes côtés sur quelques voyages par an pour venir vivre cette rencontre qui est profondément transformatrice. Et donc, à l'occasion aujourd'hui de cet événement, on a le plaisir de vous proposer, donc il y a une urne qui est sur le stand à la sortie de Dolphiniste, de vous proposer de partir à nos côtés, en ayant aussi décrit votre rêve, et vous pouvez aussi le mettre dans l'urne, aux côtés de votre bulletin de participation, de venir du 2 au 9 juillet, c'est sur une croisière, pour nager avec les dauphins sauvages, dans ce qui est pour moi le plus beau spot du monde, qui est en mer Rouge. Donc là, c'est un spot dans lequel on peut avoir à peu près entre 20 et 100 dauphins chaque jour.
dans une eau cristalline qui est à peu près à 30 degrés, avec seulement 10 mètres de fond et qui est transparente. Et l'eau est très calme, donc c'est vraiment un lieu extrêmement privilégié pour ce genre de rencontres. Je dirais même les plus sensibles à la mer peuvent venir. Donc si vous souhaitez vivre cette rencontre, voilà, vous êtes les bienvenus pour participer à ce jeu et je serais ravie de vous emmener sur cette rencontre. Sachez que l'approche est évidemment éco-responsable. Qu'est-ce qu'une approche éco-responsable? Ça signifie qu'on va proposer aux dauphins chaque jour cette rencontre et s'offrir à eux en leur présentant notre envie de ce contact. Mais que chaque fois, évidemment, c'est eux qui disposent. Et c'est toujours eux qui choisissent, je dirais, la durée et l'instant auquel cette instance grasse va se dérouler. Et bien sûr, quand les dauphins ne sont pas disponibles, on sort de l'eau. Voilà. Et dans cette approche éco-responsable, il y a aussi beaucoup d'autres aspects qui est comment on approche les dauphins, etc. Et mon rôle à moi, il est là pour partager avec vous ce que j'ai pu apprendre, ce que les scientifiques peuvent apprendre, ce qu'on peut découvrir aussi en échangeant, je dirais, avec d'autres sur les apprentissages de chacun, pour vous permettre vraiment de rentrer en lien dans la profondeur, tout en étant dans le respect de l'animal. Bon. Donc voilà ce qui vous est proposé. Et on vous dira l'heureux chanceux ce soir. Voilà, le tirage au sort aura lieu ce soir. Vous le trouverez aussi sur le site demain. Ou la chanceuse. Tout à fait. Bon. Merci à vous. Bonne chance à tous. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On fait quoi là? Nous, on s'en va? Hein? Moi, je m'en vais aussi ou qu'est-ce qu'on va toi, tu décider? peux rester. Hein? D'accord, je vais camper ici alors. Je crois qu'il y a un poème de toi. On le passe le poème ou... Je sais pas. Ah non? Ou on accueille Arnaud? Bon. Allez Arnaud. Alors je vous présente Arnaud Rioux, chaman, camarade. Je ne sais pas ce qui se passe. Et quelqu'un peut nous dire si... Bah, tu vas nous le dire. Bon, bah, alors tout va bien. Je crois que ça va... Non, je crois pas qu'il faut... Celui-ci fonctionne, tiens. Ok. Alors, voilà, ça fonctionne mieux comme ça. Ça va me permettre de vous présenter la suite. Quand on découvre la méditation, l'un des principaux obstacles qu'on rencontre, c'est qu'on a l'impression de ne pas avoir le temps parce qu'on a tellement de choses tellement importantes qui nous empêchent de méditer. On a beaucoup d'activités, on a un boulot, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a tendance des fois à opposer la méditation à l'action. Alors qu'en fait, la méditation n'est pas du tout l'opposé de l'action. Au contraire, elle lui donne du sens, elle lui permet de lui donner du corps. Et quand on médite, on regarde beaucoup notre posture. Et la posture, c'est essentiellement la colonne vertébrale. Plus on est tendu, moins on a accès à la profondeur de la méditation. Et plus on est lâche, moins on a accès au lien avec l'action. Donc on est très vigilant sur la colonne vertébrale. Et il y a une autre chose avec laquelle on est très attentif, c'est le regard. Certains encouragent à méditer les yeux fermés pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais dans ces cas-là, on voit passer des fois des choses très très différentes. Ou alors méditer les yeux grands ouverts pour regarder le monde. Et là, la proposition qui va suivre, c'est Don José Ruiz, le fils de Don Miguel Ruiz, qui va nous la présenter dans une vidéo qui va suivre, qui est une vidéo qui s'intitule « Comment méditer les yeux grands ouverts ». Est-ce que vous pouvez arrêter un instant? Bon, écoutez, je vais vous lire le poème. C'était pas censé être au programme, mais... Dis, tu te souviens? Au début, c'était la mer. Une mer immense.
une mer d'énergie, féconde en rêve, en forme, en incarnation possible. Nous n'étions que des gouttes d'eau alors, mais aussi la vague, aussi la mer. Liés dans la conscience, nous étions l'océan tout entier. Viens, partons en voyage vers ces vastes contrées de l'imaginaire où se façonnent les réalités. Les chemins retracés nous seront familiers si nous nous laissons aller dans la fluidité de ces courants universels qui nous parcourent de leur longue respiration, de leurs amples caresses, de leur joie. Et toi, dis-moi, rêves-tu les rêves que l'homme a oubliés, ceux qui comptent nos origines, ceux qui chantent l'unité, ceux qui nous montrent des chemins ? Toujours j'ai voulu me lier à toi, mais longtemps je n'ai pas su te voir. Aujourd'hui je te vois, au-delà de ce qui sépare, au-delà de ta forme. Je te vois dans ta globalité, dans la vie que tu incarnes, la conscience que tu es, dans l'amour qui habite chacune de tes cellules. Et je souhaite renouer ce lien qui a toujours été entre nous. Bon, merci. Ce n'était pas prévu au programme, mais c'est parfait parce que je vais vous quitter maintenant pour aller retrouver ma petite fille. Je vous remercie infiniment de votre accueil et vous souhaite une belle soirée. Merci.